Bonjour Anne Goscinny. Bonjour Philippe. Vous êtes romancière, mais pas seulement. Je vais le prendre dans votre vocabulaire. Vous le dites vous-même que c'est un mot affreux. Vous êtes ayant droit. Vous êtes la fille d'un génie, René Goscinny, créateur d'Astérix, du Petit Nicolas, scénariste de Lucky Luke ou des Dingo dossiers Gottlieb et fondateur du journal Pilote. Et votre actualité, c'est un nouveau roman, Romance chez Grasset. On croit. Quand j'ai pris ce livre entre les mains, parce que je l'ai lu jusqu'au bout, comme tous les livres, quand je reçois un auteur, j'ai pensé que c'était un genre que vous décriviez là. Pas du tout. On découvre au fil des pages que c'est un prénom. Romance, c'est une petite fille qui a perdu son papa à l'âge de 6 ans, qui a été très malade, 9 ans, qui a été très malade quand elle avait seulement 10 ans. Elle a passé 1 an à l'hôpital, cette petite Romance, et cette petite fille vous ressemble beaucoup. Absolument. Et pour justifier ce drôle de prénom Romance, elle dit à un moment donné, mon père voulait m'appeler Garance, ma mère voulait m'appeler Romane. Résultat, je m'appelle Romance. Mais moi, j'aime bien aussi un autre mot valise. Romance, c'est aussi un mot valise entre roman et enfance. Pas faux. Votre papa, on en parlera après, il est mort, il est disparu. Vous aviez quel âge ? 9 ans. C'est l'histoire de Jeanne. Elle a un fils qui s'appelle Simon. Elle a un mari qu'elle semble aimer, même si charnellement il se passe plus grand chose. Ils habitent ensemble sur le même palier, mais chacun dans son appartement. Il y a un œilleton pour voir ce qui se passe sur le palier. Et à côté, vous écrivez: nous étions une famille merveilleuse, mais séparée, merveilleusement séparée. Ça va pas fort dans sa vie personnelle. Jeanne, elle est un peu déprimée, dépressive. Mettons les mots qu'on veut là-dessus. Alors elle teste toutes sortes de solutions, évidemment, le psy, mais pas seulement. Vous écrivez, je vous lis, une thérapeute m'a proposé de m'ôter le traumatisme de ma séparation avec le père de Simon en me faisant suivre un crayon avec les yeux, à droite, à gauche, à droite, à gauche, et elle vous dit: pensez au moment où votre mari vous a dit qu'il voulait plus de vous, concentrez-vous et suivez mon crayon. Et je me dis, soit on est chez les dingos, soit c'est du vécu. C'est un peu du vécu. Alors, c'est pas du tout. Il n'y a aucun rapport avec la séparation avec mon mari, avec lequel je vis un bonheur merveilleux depuis 23 ans. Mais effectivement, pour un autre traumatisme, j'ai eu affaire à quelqu'un comme ça. Et comme je le dis dans ce livre, à la fin de la séance, elle me dit: est-ce que vous voyez toujours le moment traumatique ? Et moi, je le voyais, non seulement je continuais à le voir, mais je le voyais en 3 dimensions. Et surtout, son crayon, j'avais envie de lui planter entre les yeux, quoi. Ouais. J'ai bien aimé aussi... autre exemple qui sent le vécu, la relaxation que vous qualifiez de discipline entre le yoga passif et la sophrologie. Là aussi, c'est savoureux. Attention, il faut être pieds nus. Je vous lis. Enlevez vos chaussures, vous dit-elle. Prenez ce tapis, m'a indiqué une dame, aussi pâle que ces murs, et allongez-vous. Vous ne voulez pas savoir pourquoi je suis là ? Certainement pas. Vos orteils vont parler pour vous. Oui, oui. Alors ça, effectivement, ça aussi, ça m'est arrivé. Toujours pour me détendre, je passe mon temps à essayer de me détendre, et puis finalement, je suis pas détendue du tout. Et je suis plutôt une hyperactive, et il faut que j'accepte d'être comme ça. Mais effectivement, elle m'a dit: mais vos orteils sont des libellules, laissez-les s'envoler. Et j'ai repris le bus en sortant, un peu sceptique quand même. Et aussi, la dernière, pour finir sur ce chapitre, j'ai adoré la rencontre avec la voyante, très particulière. Vous lui dites: et mon avenir ? Elle vous répond: votre avenir, acceptez-le. Je le connais pas plus que vous. Question simple, vous avez payé quand même ou pas ? Alors, j'en ai vu quelques-unes. Non, parce qu'une voyante qui connaît pas l'avenir, c'est nouveau. Oui, mais ça c'est vraiment la romancière qui parle. Vous l'avez inventé, celui-là. Oui, je l'ai inventé parce qu'elle se fait appeler Lola. En réalité, quand le personnage va la voir, elle se rend compte que sur la boîte aux lettres, il y a écrit Liliane. Ouais. Elle s'imagine qu'elle va voir une somptueuse brune aux yeux bleus avec des étoiles partout, et elle voit une petite bonne femme toute ronde avec une barrette en plastique. Mais les orteils libellules, ça a vraiment existé. Oui, les orteils libellules, ça existait juste après la mort de ma mère. J'essayais de faire un peu de yoga ou de je sais pas quoi. Effectivement, j'étais arrivée chez une bonne femme, hyper belle, hyper mince, les cheveux courts, enfin, parfaite. Et elle m'avait dit: mais vos orteils sont des libellules. Et là, je me suis dit: waouh, maintenant, il faut vraiment que j'aille voir un vrai médecin, que je prenne des vrais médicaments. Alors, j'en viens au cœur de ce roman. Il faut un peu raconter le procédé narratif. On est quelque part entre Marcel Aimé et Oscar Wilde, le Oscar Wilde du portrait de Dorian Gray. Oui, absolument. Avec ce déplacement dans le temps. C'est une sorte de réalisme fantastique que votre récit. En fait, en écrivant ce texte, j'ai envie que les lecteurs ne se disent pas « je suis où », mais « je suis quand ». Et vous savez à quel moment je me suis dit: oh là là, c'est en train de vriller. C'est le moment où la petite fille, parce que c'est une petite fille, c'est cette maman, Jeanne, veut quitter l'appartement avec son mari, je raconte pour nos auditeurs, et elle se dit: quand même, il serait plus simple si je prenais un appartement à moi. Elle va louer un appartement, c'est une petite fille qui lui fait visiter, et elle lui dit: c'est vraiment super, il y a la télé, il y a les 3 chaînes.
voilà, exactement. Et donc, on se rend compte finalement que Jeanne, le personnage principal, connaît ce quartier, mais ne le reconnaît plus. Reconnaît un quartier qu'elle a vécu petite, mais le pharmacien a changé. Enfin, bref, on est perdu. Et là, on comprend que vous allez habiter dans l'appartement de votre enfance. Je dis vous, mais en même temps la narratrice, mais qui ressemble tellement à Anne. Jeanne ressemble tellement à Anne que je suis obligé de vous dire vous. Et puis, en fait, c'est un appartement meublé dans une grande maison. Et cette maison, voilà. Bah, j'ai bien compris. Voilà. Et puis, il y a cette histoire folle, à sens unique, avec ce médecin. Qui est-il ? Qui était-il ? Alors, en réalité, c'est cette histoire-là que je voulais raconter dans ce livre. Et uniquement cette histoire-là. Mais il a fallu que je trouve une coquille pour envelopper cette histoire-là. Et il fallait que je trouve un prétexte pour que le personnage principal quitte sa vie d'aujourd'hui pour retrouver son enfance. Et cette histoire-là, effectivement, c'est un médecin qui a sauvé la petite fille quand elle était très malade. Et un médecin auquel cette petite fille s'est monstrueusement attachée. Vous savez, les obsessions d'enfants, les obsessions d'adolescence sont les pires. Sont les plus fortes, celles qui vous marquent au fer rouge toute une vie. Et c'est cette histoire que j'ai voulu raconter. Et je vais vous faire une confidence, c'est un livre que j'ai commencé à écrire il y a 42 ans, à l'heure où les ordinateurs n'existaient que pour la NASA, j'imagine. C'est un livre, j'en avais des bouts partout, des bouts sur des cahiers, j'avais des lettres, et puis quand j'ai mon premier ordinateur dans des disques durs, c'est un livre que j'ai mis 42 ans à écrire. Autant dire que de tout ce que j'ai fait, et je publie mon 15e livre dans quelques semaines, c'est le livre qui m'est le plus cher, le plus précieux. On va continuer à parler d'Anne Goscinny avant qu'elle soit célèbre. C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Culture Média continue.